Bonsoir. Malheureusement, je n'ai pas la faconde de Pierre-Henri pour vous faire rire sur ce qui se passe à l'Élysée. Particulièrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fossiles là-bas. Enfin, qui sait? Je commencerai par vous rappeler donc un certain nombre de points concernant les relations entre la paléontologie et l'évolution. Vous pouvez voir les différents éléments de mon introduction et je commencerai par rappeler que la paléontologie est une des preuves classiques de l'évolution, au même titre que la structure systématique du monde vivant, que l'anatomie comparée et que les données de l'embryologie. Cet ensemble de preuves, si ce sont des preuves, ont été mises en avant dès les années 1840 par Agassiz, qui a parlé d'un triple parallélisme entre les données de la paléontologie, les données de l'embryologie et les données de ce qu'on pourrait appeler l'anatomie et la systématique. Très curieusement, au point de vue de l'histoire des sciences, comme Gould l'a montré, il faut savoir que ce triple parallélisme d'Agassiz a été proposé dans une ambiance purement fixiste. Et il est donc paradoxal de voir qu'au fil des décennies, à partir des années 1870, cet argumentaire a fait partie de l'argumentation absolument classique développée dans les écoles en tant que preuve de l'évolution. Alors, les fossiles, eh bien, ils documentent l'histoire de la vie sur le temps long. Ils peuvent mettre en évidence ici, comme chez les nautiles, la continuité de ce qu'on peut appeler un rameau, les transformations des organismes constitutifs, des espèces, pour parler vite, au cours de ce rameau, de l'évolution de ce rameau dans le temps. Et puis, ils peuvent aussi montrer des phénomènes de relais entre rameaux que l'on considère plus ou moins apparentés, mais néanmoins qui vont en quelque sorte se succéder dans le temps. Voilà le genre de documentation qui a été longtemps présenté comme des preuves paléontologiques de l'évolution. Alors, pour le grand public, l'évolution amène des preuves de l'évolution. La paléontologie amène des preuves de l'évolution extrêmement parlantes, voire spectaculaires, avec la découverte d'organismes sans équivalent direct dans la nature actuelle. L'exemple le plus parlant est probablement celui des dinosaures, bien connu de tous. Implicitement, il y a une relative, on en a parlé ce matin, une relative acceptation dans le grand public d'une espèce de fait évolutif amené par les données de la paléontologie, notamment grâce à la découverte de fossiles un petit peu extraordinaires et qu'on n'aurait pas pu littéralement imaginer. De plus, la paléontologie permet la construction d'une espèce de récit, plus ou moins précis, parfois fort précis, du temps long de la vie, en précisant par exemple la structure, la nature, la composition des écosystèmes à un moment donné de la tranche du temps long, par exemple ici dans le Trias inférieur de Chine. Eh bien, tout cela a été pris en compte par l'enseignement officiel, dès la fin du XIXe siècle, dès le début du XXe, et on va passer un petit peu d'ailleurs en revue un petit peu cette paléontologie de la pédagogie paléontologique. Et ici un exemple, par exemple, des premiers cours de la série Sciences expérimentales qui doit dater des années 1940. Les données paléontologiques sont parfaitement explicitées en tant que preuve de l'évolution. Et cependant, il y a ce paradoxe historique quand même assez amusant, c'est que la paléontologie est manifestement une science d'origine fixiste et que malheureusement, elle présente des résultats qui sont toujours contestés. Or, une science d'origine fixiste, eh bien, nous en revenons à Cuvier, dont je vous parlais ce matin. Il va caractériser des faunes successives qui sont séparées les unes des autres par des catastrophes massives, et ceci correspond, il faut bien le reconnaître, à une lecture relativement objective, même si pas très intelligente, pourrait-on dire à certains égards, de la succession stratigraphique. Et donc, le fixiste Cuvier propose, pour rendre compte des données, comme par exemple pourquoi le paléothérium dans l'Éocène du bassin de Paris, pourquoi le mosasaure dans la craie du Crétacé supérieur de Maastricht, pourquoi toutes ces formes disparues, qui n'existent plus dans la nature actuelle, eh bien, grande catastrophe, puis création successive.
À partir de ce style de pensée, toute une série de chercheurs qui sont peut-être un peu passés de mode, mais qui ont fait des travaux extrêmement positifs et minutieux, vont créer ce qu'on pourrait appeler une paléontologie stratigraphique qui va utiliser la différence des fossiles en fonction des couches sédimentaires successives pour caractériser précisément ces différentes couches sédimentaires, voir quelles sont celles qui sont plus anciennes les unes que les autres, etc. Bref, toute une structuration de la stratigraphie à l'aide des fossiles, de leur répartition temporelle, une comparaison des couches stratigraphiques entre régions distinctes de la Terre qui est permise par des fossiles synchrones. Tout cela est d'une extrêmement grande utilité pratique. J'ai mis ici sur ce schéma que vous pouvez remarquer que par exemple des termes qui nous sont totalement familiers, totalement intégrés, comme paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque, finalement, c'est pas si vieux que ça puisque ça date de 1860. Alors, autre paradoxe historique, malgré la masse de la documentation géologique et paléontologique, eh bien, les résultats en faveur de l'évolution qu'apporte la paléontologie sont toujours contestés par tous les gens dont nous avons parlé depuis hier. Les flat earthers, je les aime particulièrement puisque c'est ce groupe particulier d'Américains qui considèrent toujours que la Terre est plate. Mais enfin, il y a toute une variété, il y a toute une taxinomie de ces créationnistes ou néo-créationnistes qui présentent chacune leurs particularités, leurs caractéristiques. Donc, il y a malgré tout un certain nombre de problèmes qui se posent quant à l'utilisation rationnelle de données de la paléontologie pour un enseignement véritablement conséquent de l'évolutionnisme. Et il me semble que donc un enseignement convaincant de la paléontologie évolutive mériterait un certain approfondissement épistémologique. Cette paléontologie évolutionniste, elle provient en droite ligne, il faut bien le reconnaître, des travaux de Darwin. Dans les chapitres 10 et 11 de l'origine des espèces, 1859, Darwin énumère très bien toutes les difficultés pratiques et concrètes qui sont liées à l'histoire même de la Terre, à l'histoire du dépôt des couches stratigraphiques, à l'histoire de leur remaniement, pour rendre compte du fait que finalement nous avons une vision partielle et partiale dans la série stratigraphique de l'histoire réelle, du déroulement réel de la vie. Et c'est cette vision en quelque sorte tronquée, partielle et partiale, poursuite de toute une série d'événements et de caractéristiques que la géologie présente très rationnellement, qui rend le message paléontologique difficile à décrypter du point de vue de l'évolution. Bon, Pierre-Henri a déjà commenté aussi le célèbre schéma de la page 117 de l'origine des espèces, qui est là à gauche, qui montre très bien qu'il y avait dans la pensée de Darwin une vision très nouvelle au fond du concept d'espèce et une transformation de celle-ci au fil des temps géologiques, à la fois par une transformation continue des lignées, ce que nous pourrions appeler l'anagénèse, et une divergence au sein de ces lignées, donc des phénomènes de rupture d'un flux à partir d'un certain moment, c'est-à-dire un phénomène de cladogénèse. À partir donc des années 1870, toute une nouvelle génération de paléontologues vont s'emparer en quelque sorte des informations issues de la paléontologie pour tenter de faire de cette paléontologie ci-devant stratigraphique et fixiste une paléontologie évolutionniste pour arriver justement à ces fameuses preuves paléontologiques de l'évolution. Eh bien, voilà de la paléontologie, de l'enseignement de la paléontologie, voilà comment les choses étaient représentées dans des manuels il y a quelques décennies, avec l'exemple paradigmatique de l'évolution du cheval.
Alors vous voyez que nous avons droit à une magnifique linéarité des transformations qui suit la série stratigraphique, avec en plus une des lois de l'évolution qui est illustrée, la loi de Cope, la loi d'accroissement de taille par-dessus le marché. Et donc, apparemment, il suffit de suivre la série stratigraphique et de suivre les transformations que présentent les fossiles successifs pour aboutir à une véritable reconstitution dans le temps réel de la durée géologique des transformations des lignées évolutives. À noter qu'il y a quand même une certaine ambiguïté dans ce schéma que j'ai noté là en bas. Cette orthogénèse, cette évolution en ligne droite, s'agit-il d'une description de l'évolution des caractères indépendants ou s'agit-il d'une description de l'évolution des organismes, des populations ou des taxons eux-mêmes? Ceci reste très ambigu dans telle forme de figuration. Alors, si on reprend un petit peu l'historique de ce cas, très rapidement, eh bien, les études commencent en France même avec Gaudry, qui va finalement proposer une vision où on retrouve les cladogénèses proposées par Darwin, et il arrive à un genre Equus, le cheval de type moderne, qui est plutôt considéré comme un grade provenant de plusieurs lignages distincts. C'est donc, si vous voulez, un niveau d'organisation évolutif plutôt que le résultat d'un véritable rameau phylétique. Kowalewski, un peu plus tard, va proposer une filiation linéaire directe selon une orthogénèse entre des genres successifs au cours de l'ère tertiaire qui aboutiraient, selon lui, au cheval actuel. Puis l'histoire se déplace aux États-Unis. Revoilà notre ami Huxley, ici en train de dessiner je ne sais quel anthropopithèque, et qui, lors de son voyage, rencontre Marsh aux États-Unis en 1876. Marsh qui lui présente toute une série de fossiles de chevaux qu'il ignorait totalement en Europe occidentale. Et donc, Huxley et Marsh vont élaborer plus ou moins ensemble l'histoire traditionnelle de l'évolution des chevaux qui va être répétée ad nauseam pendant des décennies et des décennies par la pédagogie et pratiquement dans tous les pays. Ici, nous avons aux alentours de 1900 comment les choses étaient présentées dans la muséologie américaine, et il faut bien voir que cette représentation des choses, eh bien, elle véhicule toute une série d'idées, de concepts. Par exemple, il s'agit d'une paléontologie inductive, puisqu'il y a des séries phylétiques ordonnées selon des orthogénèses. Eh bien, on peut retrouver des fossiles au rendez-vous du calcul. Et par exemple, c'était pendant le séjour de Thomas Huxley aux USA que Marsh a retrouvé Hyracotherium dans des couches de l'Éocène à un niveau stratigraphique qui était pratiquement prévu, entre guillemets, par le caractère de loi de l'évolution qu'ils avaient implicitement tiré. Donc les chaînons manquants, les fameux missing links qui manquent encore progressivement dans la documentation, doivent être nécessairement, dans cette perspective d'orthogénèse, des intermédiaires par tous leurs aspects. Enfin, il y a une vision qu'on pourrait appeler stratophénétique, c'est-à-dire que la succession des fossiles représente concrètement des généalogies pétrifiées. Eh bien, la pédagogie suit. En haut à gauche, le petit schéma représente le schéma initial de Marsh, qui a été recopié absolument partout, y compris par la pédagogie en France, c'est le schéma d'en bas à gauche. Et puis, petit à petit, les choses se raffinent un petit peu, et à l'orthogénèse va succéder la mise en évidence de phénomènes de cladogénèse et, par-dessus le marché, de phénomènes de migration intercontinentale, et on s'aperçoit que l'histoire du cheval n'est pas une histoire européenne, mais bien entendu principalement une histoire américaine. Eh bien, la pédagogie suit peu ou prou les données nouvelles de la paléontologie de la fin du XIXe siècle, comme vous pouvez le voir dans le livre de classe d'en bas à droite. Un petit schéma dans le même esprit pour Pascal Tassi. Les proboscidiens suivaient exactement le même style, la même histoire qui est racontée selon plus ou moins une orthogénèse. On pourrait dire aussi qu'il y a une certaine stase évolutive en ce qui concerne la pédagogie, puisque les notions scientifiquement établies à la fin
du XIXe siècle reste à peu près en usage dans les manuels jusque dans les années 1960. Alors, revenons au cheval. Dans les années 1930, au fur et à mesure que s'accumulent les découvertes, des gens comme Stirton arrivent à faire des schémas qui sont censés présenter l'évolution de manière de plus en plus précise. C'est en fait une succession de grades évolutifs calés sur les tranches stratigraphiques, mais de place en place, Stirton prétend être capable de démontrer la transition évolutive entre ancêtres du cheval jusqu'au niveau de l'espèce. Quand on passe à la théorie synthétique de l'évolution avec George Gaylor Simpson, période 1940-1970, on va passer au fameux arbre phylogénétique traditionnel ou romérogramme qui sont censés donner une interprétation globale de l'interprétation concrète des choses avec donc une représentation des anagénèses, des cladogénèses, des migrations et même de l'exploitation d'espaces écologiques variés en partant de folivores vers des brouteurs d'herbes, etc. Et puis les choses changent complètement à partir des années 1970 avec ce qu'on pourrait appeler la révolution phylogénétique ou cladistique, c'est-à-dire qu'on va renoncer à rechercher dans la série stratigraphique une succession d'ancêtres réels, ce qui est, j'y reviendrai, indémontrable, pour passer à la démonstration qui, elle, est possible de l'apparentement relatif entre les taxons. C'est beaucoup plus modeste peut-être, mais c'est certainement beaucoup plus objectif comme attitude. Première conclusion. Si nous revenons un instant sur l'histoire du cheval, ou plutôt sur l'histoire de la manière dont l'évolution de la lignée du cheval a été enseignée, on s'aperçoit que c'est un savoir historiquement construit qui s'améliore constamment. Et il me semble que l'exposé de la construction historique de ce savoir est relativement décisif, d'une part pour saisir les méthodes qui ont été successivement utilisées par les chercheurs, et d'autre part pour tempérer le caractère dogmatique que la standardisation pédagogique introduit presque nécessairement à chaque époque. Enfin, il me semble que cette vision un petit peu historique, montrer l'évolution des idées sur l'évolution sur un exemple précis, c'est une possibilité que je propose, ça permettrait aussi peut-être de montrer aux gens comment fonctionne effectivement la recherche. Et donc je pense que ça serait un exercice d'antidogmatisme qui pourrait être assez utile. Alors maintenant, comment la situation se pose-t-elle à l'heure actuelle ? Il me semble qu'une distinction très importante et pédagogiquement utile que nous faisons couramment, c'est celle entre patterns ou patrons, c'est-à-dire les résultats de l'évolution, à bien distinguer des processus ou mécanismes évolutifs. Ceci me paraît pédagogiquement assez éclairant parce que ces deux aspects de l'évolution sont très fréquemment confondus et ils exigent des méthodes d'investigation différentes, alors que ces deux aspects étaient, il faut bien le reconnaître, encore confondus, non seulement dans le cadre du darwinisme, mais dans le cadre de la théorie de l'évolution sous ses aspects orthodoxes des années 1940 aux années 70-80. Alors, quelques mots sur les patterns, la reconstruction de l'histoire évolutive à l'aide de la paléontologie. Quelques propositions qui me paraissent maintenant bien entrées dans les mœurs et dans l'esprit des gens. On ne peut pas démontrer qu'un fossile donné est un ancêtre réel d'un autre taxon fossile ou d'un organisme actuel. Et la relation générale d'ancêtre à descendant réel postulée entre les fossiles successifs est du domaine de l'induction, de la généralisation, plausible, dans certains cas extrêmement probable, mais formellement non démontrable. Tandis que le degré d'apparentement relatif des taxons, c'est tout le problème de l'analyse phylogénétique, est quelque chose qui me semble de beaucoup plus robuste et de potentiellement réfutable, au moins en partie. Et alors, une autre révolution introduite par cette problématique, c'est l'intérêt
capitale des caractères intrinsèques, c'est-à-dire de l'analyse des caractéristiques propres des organismes par opposition aux caractères extrinsèques. Préalablement, l'ancienne paléontologie évolutionniste privilégiait extraordinairement des caractères extrinsèques qui étaient ceux de la répartition stratigraphique et géographique. Mais le fait qu'un fossile donné soit plus ancien qu'un autre ne prouve pas nécessairement qu'il soit son ancêtre. Alors, bon, les progrès de la paléontologie concrète se sont tellement accumulés depuis Darwin qu'il est presque impossible d'en faire état rapidement. On peut dire simplement que les formes de transition sont tellement nombreuses à l'heure actuelle que les missing links ne manquent plus. Ici, j'évoque très rapidement, mais chacun connaît l'exemple, le passage des sarcoptérygiens de grade ichtyen du dévonien moyen, dévonien supérieur, jusqu'au premier tétrapode, Ichthyostega, Cantostega, Tulerpeton, j'en passe et des meilleurs. On a un ensemble de transitions montrant la transformation progressive des membres de type nageoire des sarcoptérygiens de grade poisson vers le membre de tétrapode, formant une transition ménagée extrêmement intéressante. Soit dit en passant, ça nous dit aussi des choses sur les mécanismes de l'évolution, parce que toutes ces formes de transition étaient encore aquatiques. Et donc, ceci introduit, par exemple, toute l'importance des concepts comme les concepts d'exaptation pour rendre compte des transformations évolutives. Bon, en ce qui concerne la série qui aboutit aux mammifères, bon, le schéma n'est pas très bon, je m'excuse, mais finalement, on a une série continue pour toute la lignée mammalienne, depuis le Carbonifère moyen, Carbonifère supérieur, jusqu'à l'actuel, ici et maintenant, et il y a pratiquement plus aucun hiatus. On assiste totalement, grâce à la documentation paléontologique, à la transformation de la mâchoire reptilienne à 3 os avec une oreille moyenne à 1 os, au passage à la mandibule mammalienne à 1 os avec une oreille moyenne à 3 os. Autrement dit, la vieille homologie théorique posée par les embryologistes Reichert et Gaupp au tournant du XXe siècle a été en quelque sorte démontrée par la documentation paléontologique. Bon, en ce qui concerne l'origine des oiseaux, c'est tellement connu que je ne m'étends pas, mais enfin, l'analyse phylogénétique moderne de toutes les caractéristiques ostéologiques d'Archaeopteryx montre que c'est ni plus ni moins qu'un dinosaure théropode du groupe des Maniraptors. D'autres de ces Maniraptors vont présenter, qui ne volaient pas, vont présenter toute une série de phanères, comme ici chez Sinosauropteryx ou Caudipteryx de Liaoning, du Crétacé inférieur de Chine, qui montrent qu'il y avait existence de phanères homologables à des protoplumes dans toute une série de dinosaures théropodes non volants. Là encore, ceci interroge sur les mécanismes évolutifs et on peut penser que là encore, la plume ne constitue pas du tout une adaptation au vol, mais bien une exaptation. C'était une structure qui était présente préalablement et qui a été cooptée de manière opportuniste pour le vol chez les ancêtres immédiats des oiseaux. Ceci nous amène à réfléchir sur les process évolutifs, les mécanismes de l'évolution tels qu'ils peuvent être présentés par la paléontologie. Je serai très bref, je dirais qu'il faut des conditions extrêmement drastiques, à mon sens, pour mettre clairement en évidence les mécanismes évolutifs dans les séries fossiles. Des écoles entières de paléontologie issues de la théorie synthétique de l'évolution, y compris en France, ont illustré cette tendance à essayer de mettre clairement en évidence des process évolutifs. Ceci fait généralement appel à des microfossiles ou à des fossiles d'invertébrés extrêmement nombreux qui sont traités par des analyses statistiques. Mon sentiment sur ces questions, c'est que dans le meilleur des cas, on arrive éventuellement à approcher des résultats qui ne font que conforter des résultats bien meilleurs et beaucoup plus précis qu'on peut étudier sur les
concernant les process évolutifs dans les faunes et flores actuelles. Donc je ne pense pas personnellement que l'intérêt principal de la documentation paléontologique en faveur de l'évolution soit de démontrer sur du matériel fossile que les processus microévolutifs ont existé dans les temps passés exactement comme ils existent dans les temps actuels. On peut postuler cette espèce d'actualisme ou d'uniformitarisme des mécanismes, mais ils sont, me semble-t-il, toujours très difficile à démontrer objectivement dans la documentation paléontologique. Donc, pour en terminer, je dirais que l'analyse des patterns évolutifs, c'est une science surtout historique, palétiologique, c'est-à-dire qu'on va chercher les causes dans les temps anciens. Et comme toutes les sciences historiques, la nature de la preuve, je dirais, est surtout une preuve par monstration. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'accumulation d'indices, l'accumulation d'objets, l'accumulation d'indices circonstanciels qui va constituer ce qu'on pourrait appeler un test de consilience additive. C'est exactement ce qu'on fait en analyse phylogénétique, quand à partir d'une matrice de taxons et de caractères, on va ajouter à la matrice des taxons et des caractères supplémentaires, et bien souvent, ceci va constituer un test du bien ou du mauvais fondé des résultats obtenus avec la matrice précédente. Il me semble au contraire que pour ce qui concerne les process évolutifs, les mécanismes de l'évolution, eh bien, il s'agit d'une science qui s'adresse essentiellement à l'étude de l'actuel, qui peut donc être une science expérimentale, une science nomologique, se rapprochant beaucoup par sa méthodologie de la physico-chimie, et qui recherche des lois. C'est une approche de la science qui est en quelque sorte intemporelle. C'est à cette condition, me semble-t-il, qu'il peut y avoir des lois. Et la preuve, dans la mesure où il y a test expérimental, n'est pas une preuve par monstration, mais une preuve par démonstration. Et donc, ça nous ramène à la situation de la paléontologie évolutive face au régime d'administration de la preuve. La paléontologie est-elle une science des patterns ou bien des process évolutifs? Eh bien, les deux, mais compte tenu du grain de l'information, c'est-à-dire de la précision possible de l'information que l'on peut tirer des fossiles, il me semble que d'une façon générale, on peut en apprendre beaucoup plus sur les patterns que sur les process. Donc, les preuves de l'évolution que les fossiles peuvent fournir ne sont pas en général de même nature que la preuve par démonstration des sciences expérimentales. Et il me semble, si l'on veut être fair play, si j'ose dire, vis-à-vis de nos élèves, que cette particularité épistémologique des sciences historiques ne devrait pas être dissimulée, mais au contraire clairement explicitée par la pédagogie. Pour terminer, eh bien, en conclusion, moi j'aime beaucoup la paléontologie, donc j'insiste pour dire que c'est une science qui est absolument indispensable. Elle est inscrite dans le concret, indispensable à l'étude de l'évolution, le concret très concret, comme vous pouvez le voir. Elle nous permet de construire ou de reconstruire l'histoire de la vie avec de plus en plus de précision par des témoignages directs. Ça reste quelque chose d'unique, qui sont calés dans le temps et l'espace. Je pense que la reconstitution à partir de l'actuel, que ce soit à partir de la morphologie ou des molécules, c'est parfait, mais que d'une certaine manière, c'est incomplet, ça ne suffit pas. Et puis la paléontologie peut peut-être nous donner accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès dans le temps écologique dans lequel nous vivons, puisque la paléontologie est essentiellement une science du temps long. Et ici, donc, l'illustration d'une des théories de l'événement terminant le Crétacé, de l'événement du Crétacé terminal. Il y a un pauvre ptéranodon qui essaye de ficher le camp à grands coups d'aile. En fait, c'était un planeur, mais peu importe. Ici, c'est la théorie du bolide qui vient exploser la Terre pour terminer l'ère secondaire. De tels cataclysmes, de tels phénomènes dont nous n'avons pas l'exemple dans la nature actuelle, peuvent peut-être induire l'existence de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des mécanismes macroévolutifs qui sont quelque part irréductibles aux mécanismes de la microévolution qu'on peut étudier en biologie, parce que les conditions sélectives introduites par de tels phénomènes massifs pourraient
s'intéresser non pas aux espèces ou à ce que contiennent les espèces, mais s'intéresser aux caractéristiques de clades eux-mêmes. Et à ce moment-là, eh bien, les régimes sélectifs particuliers liés à ces événements pourraient rendre compte du décours historique de l'histoire de la vie à une échelle que ne peut pas nous proposer d'interpréter, semble-t-il, les seuls mécanismes microévolutifs. Ceci aussi, par cet aspect-là aussi, comme Gould y avait insisté, il me semble que le message de la paléontologie vis-à-vis de l'évolution est tout à fait unique. Et puis finalement, eh bien, la paléontologie, c'est une science qui ouvre l'esprit, qui permet éventuellement de rêver ou qui permet de s'évader vers des considérations, pourquoi pas, philosophiques. Merci.